Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme l'a dit Christine, qui a participé d'ailleurs à cette étude, comme vous pouvez le voir à la diapositive ici. Voilà, je vais faire un petit résumé en fait, des résultats qu'on a obtenus récemment sur la datation, finalement, des niveaux correspondant aux interstades dans les séquences de l'Eus de l'ouest de l'Europe, à partir de ces fameux granules de calcite ou biosphéroïdes de calcite de vers de terre. Donc c'est une histoire, c'est un peu l'histoire d'une découverte, et c'est quelque chose qui a été, voilà, qu'on a publié récemment, donc maintenant en 2017, hein, dans les PNAS, et qui correspond, donc c'est un travail qui finalement, voilà, est dans la, comment dire, s'inscrit toujours dans la même problématique, hein, qui est donc vraiment de mettre en évidence l'impact de la variabilité climatique millénaire dans les séquences de l'Eus du dernier glaciaire en Europe de l'Ouest au départ. Et ça, c'est quelque chose qui demande une précision extrêmement importante. On est bien d'accord, puisqu'effectivement, on recherche la trace d'interstades qui peuvent faire 1000 ans, ou voire moins pour certains. Et alors, donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a des choses qui ont été publiées, mais on a toujours eu, en fait, ce problème, toujours eu, comment dire, une limitation due au fait que, systématiquement, d'habitude, on travaille avec des datations OSL dans ce type de milieu, hein, qui est relativement pauvre. On est bien d'accord, dans les Leux, en général, il n'y a pas grand-chose. Quelquefois un peu de coquilles, de mollusques, mais en général, c'est assez pauvre. Donc, la méthode de base, c'est datation OSL. Et donc, par exemple, sur cette figure ici, où vous avez donc la stratigraphie, donc je reprends ici de la séquence de référence, je dis bien de référence, parce que finalement, depuis qu'on travaille dessus, on commence à avoir quelque chose d'extrêmement, je dirais, précis et complet pour le dernier glaciaire, donc Nussloch en Allemagne, dans la vallée du Rhin. Ici, vous avez bien donc une alternance cyclique de l'Eus et de petits paléosols, hein, ici, et puis ensuite de ce qu'on appelle les glétundras, qui sont des niveaux hydromorphes, hein, qu'on va repérer de manière systématique. Donc on a un dépôt, une alternance cyclique ici, quelque chose qu'on a mis en parallèle en fait avec les variations des taux de poussière dans les glaces du Groenland, puisque finalement on considère que c'est un proxy commun, c'est le seul proxy commun qui existe entre la glace et le continent en direct, c'est donc la poussière. Donc effectivement on a proposé ces corrélations, choses qui ont été publiées, discutées, et pour lesquelles on a toujours eu quand même effectivement des petites questions concernant la chronologie, puisque compte tenu des barres d'erreur d'un certain nombre de dates, on voit bien qu'ici, on peut effectivement démonter le schéma en disant, voilà, finalement cet interstade-là, c'est pas celui-là, mais c'est celui du dessus. Donc on a toujours ce problème de chronologie. Donc on cherche depuis longtemps, on cherchait depuis longtemps une solution. Alors dans les Leux, on peut faire de la datation, et Christine l'a fait, directement sur la matière organique, mais c'est extrêmement difficile, puisque on est dans des taux de matière organique de l'ordre de 0,1 à 0,2%, donc c'est extrêmement bas, complexe. On peut travailler sur les coquilles. Alors ça a été rejeté systématiquement pendant des années. Et puis finalement, on a des collègues américains et hongrois qui récemment donc, ont sorti des dates quand même relativement cohérentes en ciblant bien les différentes espèces. Donc on peut quand même travailler sur les coquilles de mollusques, mais avec toujours quand même un problème, une grande question sur l'incorporation par les mollusques en fait, au cours de leur vie de carbonate ancien, et donc qui va évidemment donc, de provoquer un vieillissement des dates. Donc finalement, ça c'est voilà, un peu l'état de la question. Alors les granules, on en a parlé pas mal hier soir, donc je ne vais pas aller trop dans le détail en ce qui concerne leur origine, etc. Je vais plutôt finalement vous raconter un petit peu l'origine finalement de ce travail, puisque ça a démarré en fait, relativement anciennement avec une première découverte de granules de calcite de vers de terre dans une séquence tardiglaciaire. Ça, c'est en 95, donc ça remonte déjà à quelques années. Et c'est quelque chose qui, tout de suite, m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas utiliser voilà, ce carbonate pour faire du carbone 14 ? Et à l'époque, c'était avec Michel Fontugne. On avait fait une première datation, c'était même pas de l'AMS, parce qu'on avait beaucoup de granules, et avec un résultat très cohérent, puisqu'on était dans un niveau Alreud, avec des charbons de bois archéologiques, et donc on a vu qu'on pouvait utiliser ce support. Et deuxième point important, hein, la grande surprise, c'est surtout d'en avoir découvert. Alors dans le tardiglaciaire, ça paraissait relativement classique et normal. Hein, ça avait été vu déjà par pas mal d'autres collègues, notamment anglais. Et par contre, c'était la grande surprise quand on a trouvé ça en abondance dans les Leux. Et en fait, ça, c'est à l'occasion pendant la thèse d'Olivier Moine, hein, qui a tamisé des quantités très très importantes de sédiments, et notamment dans les niveaux de glétundra, on s'est aperçu qu'il y avait une concentration très importante, hein, c'est entre 400, 500 ou 600 granules par exemple par échantillon. Donc on s'est dit voilà, il y a quelque chose de vraiment nouveau et surtout extrêmement intéressant, puisque là on va pouvoir utiliser ces granules pour faire de la datation. On voit juste une petite photo, ça c'est un exemple de granules, une photo qui est prise au microscope
optique, et donc sur lequel vous voyez très très bien voilà, la disposition des grands cristaux de sparite, hein, donc qui se forment à l'intérieur des glandes, donc à l'intérieur du verre pendant sa vie. Donc c'est quelque chose cette cristallisation-là, elle est acquise très très vite. Très vite pendant la vie du ver de terre, et c'est quelque chose qui ne change pas. Moi j'ai fait des lames dans des exemples de granules qui ont 300 400 000 ans pour certains, et je n'ai pas noté de différence vraiment en termes de structure. Donc on peut supposer qu'il y a peu ou pas de recristallisation à partir du moment où on est dans un milieu carbonaté. Voilà, donc la production des granules, ça on en a parlé hier, je ne reviens pas dessus. L'origine du carbone, très important quand même, hein, et ça c'est des travaux qui ont montré, des travaux de géochimie qui ont montré qu'effectivement on avait l'origine du carbone dans les granules de ver de terre, et ça c'est ça qui nous sauve finalement par rapport aux mollusques, hein. C'est essentiellement l'alimentation, la litière, un petit peu le CO2 atmosphérique, et très très peu, voire pas du tout, le carbone ancien. Donc finalement, on a un vieillissement artificiel qui est extrêmement limité, et on le verra, voire à la limite de l'indétectable pour les âges qui nous intéressent. Alors, on est allé chercher ces granules dans plusieurs profils, et notamment ici dans des petits profils du nord de la France. Et même chose, on en a retrouvé des quantités assez importantes. Alors, ce qui est important ici, c'est un petit profil avec une couche de l'os ici, il a déposé aux alentours de 30 000 ans, un gley de toundra ici, un gley de toundra ici. Bon, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais donc, associé au gley de toundra, vous voyez très très bien ici, donc à la fois un parallélisme entre les concentrations de mollusques et les concentrations de granules de ver de terre, ce qui paraît relativement logique, hein, donc qui montre qu'il y a effectivement des conditions climatiques beaucoup plus clémentes pendant la formation des glets de toundra ici que pendant les phases de dépôt de l'œuf, et notamment cette phase de dépôt ici. Maintenant, on l'a bien cernée puisqu'on la voit dans beaucoup de profils. Hein, c'est une phase aux alentours de 30 000, 30 500, où là, vraiment, on a un signal qui est très proche de zéro. Hein, donc finalement, là, on a une vraie disparition de ces vers pendant cette période. Donc un signal qui est très tranché et qui est surtout très bien corrélé avec la stratigraphie et avec tous les paramètres, et tous les autres paramètres. Donc un point important dans les contraintes, hein, qui permettent de caler le système, c'est qu'effectivement ici, on a des vers qui sont contraints en termes de développement de profondeur par la présence du pergélisol en profondeur dans ces systèmes. Donc finalement, ils sont limités sur une couche extrêmement peu épaisse. Voilà, bon, je passe sur l'échantillonnage, ça on l'a vu hier. La stratigraphie en détail, vous voyez, donc ça finit par faire quand même quelque chose d'assez complexe ici, hein, puisqu'en gros, ici, on est aux alentours de 34-35 000 pour ce sol ici. Voilà, on a repris donc tout cet ensemble. Et donc, à partir de l'échantillonnage de ces grandes séquences de référence de Nussler, voilà, alors bon, là, c'est Olivier qui avait tenu à préciser un petit peu les conditions de sélection, parce qu'évidemment, il faut faire attention, pas prendre n'importe quoi, hein, conditions de sélection, donc des granules pour les datations. Donc en gros, c'est une trentaine. Hein. Ça, ce sont des granules là qui font moins d'1 millimètre. On est dans les 800 microns, donc il en faut une trentaine. Donc finalement, il n'en faut pas beaucoup, hein, pour faire une date. Alors, une datation, voilà, datation qui ont été effectuées au LMC 14 et pour la majeure partie, et puis une partie aussi à Poznan, au laboratoire de Pologne. Voilà, donc ça c'est une des figures en fait de l'article que je vous ai présenté au tout début de cette présentation, dans laquelle donc on a effectivement la stratigraphie ici, l'ensemble des âges, on a 46 âges maintenant ici, produits par ce C14. Alors comme ça, bon, ça vous paraît peut-être pas très, je dirais, très original, hein. Vous avez l'habitude, hein, surtout ceux qui font du lacus par exemple, de voir des courbes comme ça relativement régulières avec tous les âges C14, hein, et puis donc des taux de sédimentation. Pour nous, c'est la première fois, c'est clair, puisque, vous voyez, on a laissé quelques âges OSL ici, et vous voyez que là, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Il n'y a plus de... Si, c'est bon. Il y a de travailler avec les âges OSL, puisqu'on a des barres d'erreur très importantes, hein, et dans certains cas aussi même des inversions. Donc globalement, ce qui est important à retenir sur ce travail, c'est que là, pour la première fois, on a quand même quelque chose qui est extrêmement précis et qui nous démontre définitivement, parce que ça restait pour certains collègues, et je sais qu'on a eu quelquefois dans des reviews des grandes discussions, hein, une corrélation très précise entre les glets de toundra, les différents petits horizons, vous voyez ici en gris verdâtre, et puis donc tous les interstades en fait. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit que tous les interstades
enregistrés, enfin tous les interstats de Northgrip ont une réponse finalement dans ce milieu leucique sous forme de petits sols ou de petits glets de toundra. Donc ça, c'est vraiment le message principal. Alors, pour terminer, je vais vous faire, voilà, je pense qu'il doit y avoir une conclusion. Voilà, donc il y a un petit schéma, donc on a mis en relation les choses avec le développement des calottes glaciaires. Donc on voit très très bien en fait qu'on a une très forte accélération du taux de sédimentation ici. Là, c'est aux alentours de 30 000, 30 500, et puis ici, aux alentours de 27 000. Là, vraiment, les taux de sédimentation explosent. On arrive en moyenne à 1 mm par an, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, ça bouge beaucoup plus que ça. Ça peut être beaucoup plus élevé par moment. Voilà, et donc, il y a un lien quand même relativement évident entre le développement de la calotte glaciaire et surtout et donc la baisse du niveau marin, parce que la baisse du niveau marin, c'est ce qui contraint en fait la surface de la zone de déflation dans tout le secteur Manche-Mer du Nord, toute la zone de déflation à partir de laquelle les particules leuciques vont être transportées donc sur les sites européens. Voilà. Et puis pour conclure, ben voilà, il y a des conclusions. On a déjà un petit peu parlé de ça tout à l'heure. Je vais plutôt parler des objectifs qu'on a un peu dans le futur, hein, puisque maintenant, effectivement, on s'aperçoit que ça fonctionne très très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet de travailler en datation directe sans forcément passer par la calibration, c'est-à-dire qu'on peut corréler entre elles donc des séquences leuciques, hein, en tout cas des horizons qui sont présents dans les séquences leuciques en Europe. Comme ça, progressivement, on a déjà fait des corrélations, par exemple, sur 500 ou 600 km qui nous montrent une réponse qui est à l'échelle, je dirais, du C14 et des marges d'erreur tout à fait cohérentes. Donc je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire, parce que ça nous permet d'aller vraiment dans le détail et de produire un schéma extrêmement précis pour ce dernier glaciaire. Et puis, il y a aussi pas mal d'applications au niveau archéologique. On travaille beaucoup en contexte archéologique et là. Donc, c'est évidemment tout ce qui concerne la datation des sites dans lesquels on n'a pas forcément du matériel data. Voilà, merci pour votre attention. Merci Pierre. Des questions ? Oui, là j'ai plusieurs petites questions. La première, c'est que c'est très chouette, effectivement, mais pour avoir essayé dans d'autres types de l'os, il peut y avoir beaucoup de complications. C'est-à-dire que c'est des petites particules qui sont éventuellement facilement remaniables par le vent ou dans des loess qui sont fortement bioturbés. Enfin, on a des problèmes avec nos loess dans la vallée du Rhône qui ne sont pas exactement déposés dans le même contexte que cela. Donc, malheureusement, c'est... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On en a déjà parlé d'ailleurs. Et c'est pas une méthode universelle, loin de là. Non. On est bien d'accord. Ça fonctionne dans un cadre très précis, bien contraint, hein, qui est donc finalement, voilà, il faut que ce soit associé à des niveaux où on a du pergélisol qui bloque vraiment le système, dans lequel on a vraiment des concentrations de granules, un signal qui est vraiment extrêmement net. Et surtout pas, par exemple, si on fait ce genre de manip sur des sols holocènes, des sols profonds, on risque d'avoir évidemment des grosses surprises, hein, des âges moyennés sur des épaisseurs importantes, puisque là, on a effectivement des vers de terre qui peuvent descendre. Ce qui est important, c'est que dans les toundras, on est d'accord, on peut en discuter aussi, ouais. On n'a aucune trace vraiment de bioturbation liée aux vers de terre, ça c'est vraiment clair, alors que systématiquement, quand on a de la bioturbation liée aux vers de terre, que ce soit les tubules ou les logettes de diapose, ce sont des choses, tu connais bien, qui se conservent extrêmement bien, et qu'on retrouve systématiquement dans certains sols. Donc quand il n'y en a pas, j'ai tendance à penser qu'il n'y avait pas de dynamique, voilà, vers la profondeur. Tu poseras la deuxième question à la pause. En fait, je voulais savoir si cette méthode-là, vous l'aviez aussi essayé de la tester sur les granules actuels pour voir si vraiment c'était fiable. Oui, j'en ai pas parlé là, mais effectivement, on a fait beaucoup d'expériences avec parce qu'en fait, on a fait des expériences dans le cadre de la thèse de Charlotte Prudhomme qui a été présentée hier, en conditions contrôlées, en termes notamment de température, etc. Donc, on a fait vraiment dans pas dire dans des pots de fleurs, mais dans des systèmes expérimentaux contrôlés avec un collègue qui est un spécialiste des vers de terre à Jussieu. Et donc, on a utilisé, voilà, des granules produits en conditions
voilà, contrôler pour faire des tests, effectivement, et vérifier qu'il n'y avait pas de vieillissement. Je pense peut-être Christine peut même donner des éléments complémentaires. À la pause. Merci Pierre. Donc maintenant, on passe à la communication